Et donc on va commencer sans plus attendre. FA et valvulopathie, une liaison dangereuse. Comme vous l'aurez remarqué, il y a en général sur un topo un sujet, une question. Et puis il y en a d'autres qui ont la chance d'avoir un sujet un peu plus flou. Donc on va essayer d'éclaircir ça. Donc liaison, définition. Lien, contact établi entre différents secteurs ou personnes pour la communication des ordres, des informations, etc. Mais aussi fait d'être lié avec quelqu'un, d'avoir des relations d'intérêt avec lui, ou relations amoureuses plus ou moins durables entre deux personnes. Il y a probablement un petit peu toutes ces définitions entre valvulopathie et FA, et en tout cas, vous le voyez, la liaison, elle existe, et elle est rappelée dès les premières pages des recommandations européennes de prise en charge de la FA. Alors très bien, il y a une liaison, mais bon, la question c'est, est-ce que la liaison est dangereuse ? Je vais clore tout de suite tout suspense. Oui, la liaison est dangereuse. Un tiers des patients en FA présentent un certain degré de valvulopathie. Le pronostic clinique d'une valvulopathie sévère est aggravé en cas de FA. Et si on compare les patients en FA avec valvulopathie, RM et valve mécanique exclus, avec les patients en FA sans valvulopathie, le risque thromboembolique et d'AVC est majoré. Si on intègre tout ça avec la prévalence actuelle et à venir de la fibrillation auriculaire, un tiers des individus de plus de 55 ans exposés à un risque de FA, soit 12 millions de patients européens à l'horizon 2040 qui seront en FA. Vous comprenez les enjeux, l'impact et la dangerosité potentielle de cette liaison. Chapitre 1, FA, tournant évolutif d'une valvulopathie. Bon, j'espère ne rien vous apprendre de grandiose avec l'insuffisance mitrale primaire. Je vous rappelle les dernières recommandations européennes 2021 de prise en charge des valvulopathies qui rappellent et confirment l'indication de prise en charge chirurgicale des patients présentant un IM primaire asymptomatique à FEVG préservé sans remodelage VG en FA. Ok, poussons un petit peu plus loin le sujet sur l'insuffisance mitrale primaire. Si on prend par exemple le registre TVT des patients pris en charge pour insuffisance mitrale primaire aux USA est traité par MitraClip, donc c'est une population entre 2013 et 2016. Premier chiffre intéressant, 60% des patients pris en charge avaient une FA ou un antécédent de FA. Donc vous voyez une incidence très élevée de la FA dans cette population. Bien évidemment, sans grande surprise, plus l'exposition est longue à la valvulopathie, plus l'incidence de la FA est élevée. Quasiment 50% des patients avec de la FA à 10 ans, dont 30% de FA permanente. Et puis si on regarde et si on compare les résultats à un an de suivi des patients en rythme sinusal et des patients en FA, à résultat équivalent de prise en charge de la procédure MitraClip, et avec diminution significative de la fuite, vous voyez que la FA est indépendamment associée au risque de mortalité, d'insuffisance cardiaque, d'AVC et de risque hémorragique. Haute valvulopathie dont la liaison est connue, le rétrécissement mitral rhumatismal, c'est pareil, les indications sont claires. Alors elles restent de grade 2A et de niveau de preuve C, mais indication de prise en charge interventionnelle par commissurotomie mitrale percutanée, bien évidemment si la forme est adéquate, pour les patients à haut risque embolique, dont la FA est bien évidemment un élément majeur. Et puis pour clore ce chapitre sur la FA tournant évolutif d'une valvulopathie, si on prend l'exemple du rétrécissement aortique, alors effectivement la FA n'est pas un marqueur d'indication interventionnelle dans les recommandations, mais si on prend par exemple cette belle étude publiée tout récemment, il y a quelques mois, et qui étudie l'impact de la fibrillation atriale sur le devenir des patients avec un rétrécissement aortique très sévère, sans grande surprise sur un suivi à 5 ans, vous voyez que très rapidement, de manière très significative, l'AFA aggrave un pronostic, vous le savez déjà, pas génial de ces patients, mais beaucoup plus rapidement. Et puis si on regarde un autre type de population, les patients présentant un rétrécissement aortique serré traités par TAVI, là il s'agit des patients issus du registre Source XT, donc c'est les patients de 2010-2011. Taux d'incidence également très élevé de l'AFA, puisque 35% de ces patients avaient un antécédent de FA, et il y a 8% des patients qui vont présenter un épisode de novo de FA dans les 30 premiers jours après le TAVI. Et encore une fois, si on regarde les résultats à 2 ans, et si on compare les patients en rythme sinusal et les patients en FA, après leur prise en charge par TAVI, eh bien, le pronostic est assombré sur les événements majeurs, décès, AVC, risque hémorragique et insuffisance cardiaque.
Chapitre 2, quand la valvulopathie conditionne l'anticoagulation. Chapitre court mais néanmoins important. Les AOD, vous le savez, vous l'avez vu, sont le choix préférentiel de l'anticoagulation pour le risque préventif thromboembolique de l'AFA, mais la valvulopathie va conditionner le choix de votre anticoagulant. Heureusement, les dernières recommandations, que ce soit 2020 de l'AFA, 2021 des valvulopathies, sont raccords. Et elles vous rappellent que les AOD ne sont pas indiqués dans le RM modéré acéré et dans les valves mécaniques. En revanche, les AOD sont le choix préférentiel aujourd'hui dans les valvulopathies natives, insuffisance aortique, rétrécissement aortique et insuffisance mitrale. Et j'en profite pour un tout petit aparté de syntaxe que je n'ai pas mis là, mais on ne doit plus parler de FA valvulaire et non valvulaire, qui sont des termes trop confondants, mais bien identifier la valve mécanique et le RM de toutes les autres valvulopathies. Chapitre 3, quantifier une valvulopathie quand la FA m'embête. Alors je m'adresse notamment aux échographistes dans la salle, et je pense qu'il y en a beaucoup évidemment. Quantifier une valvulopathie en FA peut s'avérer d'un certain challenge et de temps en temps, souvent être difficile. L'exemple notamment de l'insuffisance mitrale, difficulté d'évaluation notamment lors des accès de novo de FA ou lors des FA rapides et irrégulières qui va nécessiter une approche multiparamétrique, difficulté des mesures PISA avec des rayons qui sont souvent elliptiques, mise en défaut des mesures volumétriques en raison de l'irrégularité des cycles, et donc vous allez souvent avoir besoin d'utiliser des paramètres indirects, vélocité de l'onde E, flux veineux pulmonaire. Je vous rappelle que vous devez mesurer sur plusieurs cycles, moyenner les mesures, ou essayer d'avoir des intervalles RR similaires, ce qui évidemment est très simple en pratique courante lorsqu'on fait une échographie. Et ça va de temps en temps, et ou souvent conduire à la nécessité de devoir réévaluer de temps en temps la valvulopathie en rythme sinusal après cardioversion, ou en tout cas de mettre une place assez large à l'ETO et aujourd'hui aux outils 3D. Exemple avec cette fuite mitrale, si tout démarre, mais ce n'est pas très grave. Transthoracique, bon oui, indéniablement il y a une fuite. En fonction des cycles, vous aurez un flux Doppler plus ou moins important. Vous voyez ici que le région PISA est très elliptique, donc si on reste stricto sensu dans la mesure, on peut avoir tendance à le sous-estimer. Voilà, donc ne pas hésiter à recourir à l'ETO par exemple, qui en général permet de voir beaucoup mieux la fuite. Deuxième exemple, le rétrécissement aortique. Là encore, on peut être pris en défaut, d'une part à cause de l'irrégularité des cycles, et puis à cause de la génération d'un bas flux qui peut générer un bas gradient, donc des discordances gradient-surface. Ne jamais sous-estimer votre analyse bidimensionnelle. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils multimodalités, notamment le scanner, qui peut permettre de redresser des diagnostics. Ce patient avait par exemple un score calcique à 2700 et donc confirmait l'impression visuelle malgré des gradients plus bas. Chapitre 4, le concept tendance. Alors oui, bon. En même temps, si on avait fait HCV il y a un mois, j'avais tout bon. Mais comme vous le voyez à la tête de mon collègue, le docteur P, dont je tairai le nom par courtoisie, mais qui est quand même à l'origine de ce sujet, on s'est planté. On s'est planté, et le concept tendance, c'est pas ça. C'est l'insuffisance mitrale fonctionnelle atriale. Alors, c'est pas un sujet si nouveau, c'est décrit dès 2011 par l'équipe de Gertz, mais c'est vrai que depuis quelques années, notamment depuis 2-3 ans, il y a un certain bombardement de la littérature sur ce sujet. Et il y a notamment une très belle revue sur l'état de l'art, publiée en 2022 par l'équipe de Zogby. Et je remercie le docteur Lerus, je ne sais pas s'il est là pour la mise en lumière de ce très bel article. L'insuffisance mitrale fonctionnelle atriale, l'équipe de la Mayo Clinique en 2019 donne des chiffres très intéressants sur un suivi de 10 ans, sur des suivis de cohorte. 60-65% des insuffisances mitrales diagnostiquées sont des insuffisances mitrales secondaires, dont 40% d'insuffisance mitrale atriale. Donc c'est pas anodin. Et les derniers papiers, les dernières études s'accordent pour relater une prévalence de l'insuffisance mitrale fonctionnelle atriale chez les patients en FA. Et là je parle d'insuffisance mitrale significative, 5 à 15% des patients. Alors le concept tendance de cette insuffisance mitrale fonctionnelle, on décrit de plus en plus et on
connaît de mieux en mieux, on comprend de mieux en mieux les mécanismes physiopathologiques qui vont être à l'origine de l'insuffisance mitrale. Bon, vous le savez, la fibrillation atriale, ça va dilater votre oreillette, ça va dilater l'anneau. Donc évidemment, on a ça, une dilatation de l'oreillette gauche, une dilatation de l'anneau mitral, mais ça ne se résume pas à ça. Il y a plusieurs mécanismes qui vont se confondre, s'intriquer pour être à l'origine de l'insuffisance mitrale. Et vous aurez notamment en plus une diminution de la contraction de l'anneau mitral, une modification de la forme dite en selle à cheval avec un aplatissement de l'anneau mitral, une restriction du feuillet mitral postérieur par une dilatation asymétrique plus marquée sur le versant postérieur de l'anneau mitral, un remodelage des feuillets qui va s'accompagner de la dilatation annulaire mitrale, puisque l'oreillette et le cœur va essayer de s'adapter, donc on va avoir un certain degré d'allongement des feuillets, plus de stress sur les feuillets, un certain épaississement des feuillets qui peut apparaître. Tout ceci, ça va engendrer un déséquilibre entre la surface atriale et la surface couverte par les feuillets. Le tout aggravé par une dysfonction atriale, ça vous a été montré tout à l'heure, ce qu'on appelle la cardiomyopathie atriale, et tout ça finit par générer une fuite mitrale. Alors quelles sont ses caractéristiques, sa présentation échographique? Vous avez ici représenté un cœur normal, un aspect de fuite mitrale secondaire atriale, et la fuite mitrale plus classique secondaire qu'on connaît d'origine ventriculaire, et donc les éléments qui différencient justement cette insuffisance mitrale atriale de l'insuffisance mitrale ventriculaire, c'est un ventricule gauche de fonction normale, un ventricule gauche qui n'est pas dilaté ou peu dilaté, par définition évidemment une dilatation de l'oreillette gauche, en général au minimum 40 ml par mètre carré, une dilatation de l'anneau mitral à plus de 35 mm en systole, un aspect macroscopique normal des feuillets, mais qui dans les formes évoluées peuvent avoir tendance à être quelque peu remaniées, un petit peu épaissies. Une fuite qui est en général au début centrale, puis qui peut devenir excentrique, justement par cette dilatation asymétrique de l'anneau sur son versant postérieur, puisqu'il est moins contraint dans cette zone que dans le versant antérieur, qui finit par générer une restriction de la valve mitrale postérieure et un pseudoprolapsus de la valve antérieure. Alors, si on regarde un peu le pronostic, comme toujours, il n'est pas bon du coup. Ça, c'est des données de patients assez récentes, publiées en 2020. On suit des patients en FA, et évidemment, les patients qui ont des fuites mitrales supérieures à un grade 2, ils ont un moins bon pronostic que les patients qui ont une fuite mitrale modérée. La question, c'est donc comment on les prend en charge. Là, l'histoire reste encore assez floue à éclaircir et à travailler. Même si vous voyez par exemple que les Américains et les Japonais ont le mérite dans leurs dernières recommandations d'avoir clairement identifié un sous-chapitre pour l'insuffisance mitrale secondaire atriale. Alors les recommandations d'intervention elles restent quand même de classe 2B en général, niveau de preuve C. Qu'est-ce qu'elles disent globalement? Optimisation du traitement médical, d'accord. Place assez élargie probablement de l'ablation, en tout cas de la restauration du rythme sinusal. Et elle place les indications chirurgicales chez les patients qui vont garder une fuite mitrale sévère, symptomatique, malgré optimisation de traitement médical, malgré prise en charge de l'AFA. Un beau papier qui a fait une très belle également revue de l'équipe de Farhan l'année dernière sur l'insuffisance mitrale fonctionnelle atriale et qui propose un arbre de stratégie thérapeutique. Globalement, ce qu'il faut retenir de cette arbre, c'est ils mettent également dans le sujet et la balance les approches percutanées chez les patients à haut risque de chirurgie et surtout une place assez large et précoce de l'ablation de l'AFA, y compris chez les patients asymptomatiques. Et donc justement, c'est un petit peu cette question, est-ce que c'est pas en amont de la problématique de la fuite mitrale, ou alors est-ce que malgré tout c'est pas parce qu'il y a une fuite mitrale est-ce que c'est pas l'AFA dont il faut s'occuper? Et là, c'est un très beau papier, un très beau travail français de l'équipe de Sola Dufour qui est paru tout récemment, il y a quelques mois. Alors certes, pas sur un gros volume de patients, mais 107 patients suivis en FA, et ils se sont attachés à évaluer le remodelage inverse après une restauration active du rythme sinusal par cardioversion ou par ablation. Et ils objectivent un remodelage favorable significatif sur les données échographiques de suivi à 6 mois et 12 mois, réduction des volumes de l'oreillette gauche, réduction de la taille de l'anneau mitral et réduction surtout des fuites atrioventriculaires, que ce soit les fuites mitrales ou tricuspides,
dans le groupe restauration active en rythme sinusal comparé aux patients qui restent en FA. Chapitre 5, la face cachée de la Lune. Bah oui, la petite valve tricuspide, celle qu'on oublie tout le temps, qu'on regarde après. Alors c'est vrai qu'on a un œil plus attentif avec tout l'emballement des prises en charge percutanées. Donc on pourrait en faire un long sujet, je vais juste vous donner l'apéritif sur ce sujet-là. La liaison, elle est évidemment dangereuse également entre la FA et l'insuffisance tricuspide. Là encore, c'est des données récentes de suivi, quasiment 700 patients. Et vous voyez que sur le suivi de patients en FA à 10 ans, 30% des patients présentent une insuffisance tricuspide significative, à 15 ans, 40%. Alors oui, vous allez me dire, 50% de ces fuites tricuspides sont secondaires à une cardiopathie du cœur gauche. Il n'empêche, il y a quand même un tiers de ces fuites tricuspides qui sont des fuites tricuspides isolées, donc probablement atriales. Les facteurs de risque majorés sont l'âge, le sexe féminin, l'AFA permanente. Et là encore, le pronostic est moins bon de ces patients qui présentent une fuite tricuspide significative. Épilogue. J'espère vous avoir convaincu du lien étroit et direct entre FA et valvulopathie, donc de cette liaison dangereuse, deux pathologies à forte prévalence actuelle et à venir. Prévalence élevée de l'AFA dans l'IM, notamment primaire, qui est un tournant évolutif, indication interventionnelle. Pas d'AOD, je vous le rappelle, pour l'instant, dans le RM serré et les valves mécaniques. Évaluation, quantification, plus difficile des valvulopathie en FA, hein, donc pas hésiter à révéler en rythme sinusal, large place de l'ETO pour ne pas sous-estimer les valvulopathies, l'imagerie multimodale. Pronostic défavorable de l'AFA en cas de valvulopathie sévère, mais plus loin, pronostic qui reste défavorable même après correction, notamment en cas de FA persistante. L'importance et la prévalence significative de l'insuffisance mitrale et de l'insuffisance tricuspide atriale. Est-ce qu'elle relève des mêmes indications que les fuites mitrales classiques secondaires ventriculaires? Peut-être que oui, peut-être non. Et en tout cas, on sent venir un élargissement significatif de la place de la prise en charge rythmique interventionnelle par ablation, tant en termes de prévention de l'apparition de ces fuites que de la prise en charge également de ces fuites en cas de restauration d'un rythme sinusal. Merci pour votre attention.